Alors, bonjour à tous. Je me présente Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à cet autre événement de la série COREX, donc la série Grands explorateurs, ou Grands exportateurs. Quoiqu'il y a un petit lapsus à faire, c'est une forme d'exploration aussi, mais donc la série Grands exportateurs de COREX. Vous savez, aujourd'hui, on est virtuellement dans la région de Lanaudière. Donc, on a fait ce programme-là en collaboration avec mes bons amis de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Je reconnais mon partenaire d'affaires, Pierre Berthiaume, ainsi que la présidente de son conseil d'administration, Mme Caroline Favreau. Alors, je vous remercie de nous accueillir virtuellement dans votre belle région. Je remercie aussi quelques partenaires qui sont des fers de lance et des grands alliés du programme COREX à la Fédération. Donc, évidemment, BMO et son président pour le Québec, Claude Gagnon, qui est avec nous et qui nous livrera un mot de clôture comme à l'habitude. Je remercie aussi Exportation et Développement Canada, donc EDC, Terrien Couture Jolicoeur, Investissement Québec et Mercadex International. Alors, vous le savez, je fais une brève introduction. Le concept des grands exportateurs, c'est vraiment de façon positive de parler des succès de nos exportateurs au Québec. On le fera particulièrement donc aujourd'hui dans la région de Lanaudière et on a la chance d'avoir avec nous et mes collègues de la Chambre le présenteront, M. Peter Hall de DC, qui nous fera un portrait général donc de l'évolution ou la situation de l'exportation sur le territoire canadien. Vous savez que l'exportation oui, la pandémie a effectivement un impact, mais ce désir-là, cet instinct-là d'entrepreneur de vouloir exporter et de faire découvrir ses produits et ses services à l'extérieur du Canada, ça ne connaît pas vraiment de pandémie. Alors, on a encore des belles histoires partout au Québec en ce moment et c'est ce qu'on veut témoigner dans le cadre de la série en 2021, qu'on débute donc de façon virtuelle, mais qu'on aimerait bien faire en présentiel le plus tôt possible. Évidemment, l'impact des exportations, ça fait de belles statistiques nationales qu'on utilise, nous, en tant qu'association économique, mais c'est aussi tout un tissu de belles histoires locales. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans la présentation avec trois exportateurs, donc trois entrepreneurs qui viendront nous témoigner de tout ceci. Alors, on va faire un heureux mélange donc de la théorie et de la pratique. Et je vous rappelle qu'on sera ensemble donc jusqu'à 13h30. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Avant de céder la parole à Mme Favreau, je vous rappelle qu'on aura deux périodes de questions durant la présentation, donc après la présentation de M. Hall et suite au panel. Alors, je dirigerai ces deux périodes de questions-là. Je vous invite d'ailleurs tout de suite à lever la main virtuellement ou à poser vos questions dans la section Q et R. Vous pouvez le faire à la fois en français ou en anglais et j'aurai l'occasion de traduire si besoin est les questions si elles sont dans l'autre langue. Alors, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et je vous mentionne en terminant que le PowerPoint sera disponible. Alors, il vous sera envoyé à la fin de la présentation avec le sondage d'appréciation. Alors, je cède la parole à Caroline Favreau, présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce Les Moulins. Merci. Merci, M. Millard. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Très bien. Parfait. Donc, chers participants de la région de Lanaudière et des autres régions du Québec, on vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Caroline Favreau. Je suis la présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce et de l'industrie des Moulins. Il me fait plaisir de vous accueillir virtuellement à la deuxième partie de notre événement Les grands exportateurs COREX, une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et présentée en collaboration avec notre Chambre de commerce. J'en profite également pour souligner la collaboration spéciale de la Société de développement international de Lanaudière, la SODIL, l'organisme de promotion des exportations de notre région, qui peut vous accompagner dans vos démarches de développement à l'international. Comme vous le savez, les entreprises sont au cœur du dynamisme de notre territoire et nous sommes très fiers de chacun de leurs accomplissements. Chaque pas franchi dans le développement de nouveaux marchés est une bonne nouvelle pour la santé économique de notre région. La Chambre de commerce et de l'industrie des Moulins a mis sur pied à l'automne dernier une cellule industrielle qui vise à créer des liens entre les différentes industries de notre région pour promouvoir l'importance de leurs activités dans notre collectivité et encourager le partage d'informations entre elles. La vision de la cellule est de promouvoir et faciliter les relations d'affaires entre industriels. Dans le contexte actuel où les défis au plan de la main-d'œuvre, du développement durable et de l'innovation sont de taille, la cellule prend de la collaboration entre les acteurs de notre milieu pour favoriser l'épanouissement des industriels, les citoyens qui les entourent, créant des lieux d'échange et de rencontre.
Je cède maintenant la parole à mon collègue Pierre Bertillon, président directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie des Moulins, qui vous en dira davantage sur le programme de l'événement. Merci beaucoup, Caroline. Depuis quelques instants, c'est-à-dire dans quelques instants, je vous propose de débuter l'année 2021 sur une note positive à travers un échange, entre autres, entre 3 dirigeants d'entreprises de notre belle région de la Naudière qui ont su continuer de se démarquer sur les marchés extérieurs dans ce contexte de crise et qui contribuent activement à la croissance et à la relance de notre économie. Ils ont tous une histoire à raconter et c'est une occasion, entre autres, extraordinaire d'en apprendre davantage sur leur expérience et de profiter de leurs connaissances. En fait, c'est une occasion de s'inspirer. Après une année 2020 qui marquera durement nos esprits, vous vous demandez peut-être comment on peut appréhender 2021. Nous parlerons donc d'abord d'exportation et de perspectives économiques avec Peter Hall, vice-président et économiste en chef d'Exportation et Développement Canada, qui compte plus de 25 années d'expérience en analyse et en prévision économique. Il est chargé, entre autres, de superviser les analyses économiques, les évaluations des risques, de même que les activités de groupe de recherche de la société, en plus de prodiger des conseils stratégiques au cadre supérieur de EDC. Auparavant, M. Hall a dirigé le service des prévisions économiques du Conference Board du Canada. Il a occupé la présidence d'un regroupement national de 600 économistes, le Canadian Association for Business Economics, et de sa plus importante antenne régionale, Ottawa Economics Association. M. Hall est par ailleurs membre bénévole du conseil et du comité de 2 écoles privées à Ottawa. Il est diplômé en économie de l'Université Carleton et de l'Université de Toronto. Souvent sollicité par les médias sur diverses questions économiques marquant l'actualité internationale, M. Hall nous parlera de l'évolution de l'économie mondiale, des enjeux propres au commerce extérieur et de ses perspectives. Une belle façon de mettre la table pour les prochaines présentations. Je souligne que M. Hall fera sa présentation en anglais. Mr. Hall, the floor is now yours. Merci beaucoup, M. Bertillon, pour vos bons mots. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour partager nos prévisions avec vous lors de cette conférence numérique. J'espère que nous reviendrons aux conférences en personne dès que possible, mais en attendant, j'espère que vous trouverez cette présentation utile. It's a great pleasure for me to be with you today and to share our thoughts about the world economy. It's definitely a very interesting place right now. I'm just loading my slides up. I think I failed to do so, so I will try that one more time. We are all not just struggling with the economy, but struggling with technology these days. And so thank you for bearing with me. I've entitled my presentation today just very simply the forecast, because that's challenging enough these days just to come up with a forecast. It is a period of time where people in my profession, seasoned people who have great familiarity with looking out into the future, initially concluded that there was no point in doing forecasts. I was very shocked to hear that. I don't think that was the best moment for our profession, but that's the duress that we were under and that we remain under, because this has been probably the most extensive period of my career where forecasts are being revised so frequently. First down, then back up again, down, and who knows where they're going to go from here. These are the big waves of change that have hit the forecast, and that is because the magnitude of change that we are seeing right now is without historical precedent. We have never seen a period of time where in such a short period of time we have lost so much GDP, where it has rebounded so quickly in many aspects of the economy, where we have come up with massive, unprecedented stimulus programs so quickly in an effort to revive the economy, and where it is so
it's not just confined to a particular part of the economy, but it is spread throughout the entire world. We've never ever seen all of these effects hit everybody at the same time and hit everybody so dramatically as we've seen right now. I know that you know all of that, but it's to put this discussion in context, because when we get shaken to that extent, there is so much trauma in the economy. There is trauma psychologically. There is all kinds of disquiet in the world as a result of what it is that's going on. And as a result, we can get very mixed messages on what the truth is of what is really going on. Now, some people say, well, you can't use the word truth with economists because, we have this reputation of saying what it is that we want to say and finding numbers that will actually fit our story. And that's the last thing I want to do today. I'm not trying to sell anything to you. In fact, if anything, at Export Development Canada, we are built for a time when the world goes down, when the economy goes south. And so I would have lots of incentive to say, oh, it's still going to be really bad. And, you better sign up for our services because you're really going to need us right now, and so forth. Well, I don't have that particular agenda, and neither do any of the EDC people that are here. Sure, we want to sell you services. Sure, we want to help, but we help by getting the truth to you as much as we possibly can. I came, as Mr. Berthiaume has said, from Le Conférence Board du Canada, where I spent 15 years, and there is a place where I was paid to tell the truth. It was a non-policy prescriptive organization. And so I simply carried that forward when I came to EDC. I spoke to the executive team at the time and I said, look, this is how I've been used to operating. If it's bad news, I'll tell you. If it's good news, I'll tell you. If it's in the middle, I'll tell you that as well. So that's all I come with you today. Where do we start this presentation? Because there is limited time. How do we start this off? Well, it begins and is determined by this data that we see in front of us here. We absolutely need to pay rapt attention to what is going on in the COVID data. When it goes up, we know that the economy is going to go down. When it flattens out, we know that we have some hope. When it starts to go down and continues going down, that's the moment when we really need to pay attention, because the economy is going to ramp up and we don't want to miss out on any of that. This has become, we all know that, but this has become the leading indicator of all leading indicators in the economy. Les indicateurs avancés, they're very instructive to us on where it is the economy is going to go. And typically we have a group of these that we actually look at and we analyze them all the time, because we are in the process of trying to figure out as much of the future as we can. Well, those have all been displaced by what it is that we see here. And these are telling us where the leading indicators are actually going to go. Well, you can see that over the holiday period of time, there was a peak in this that was sort of the pre-holiday COVID check-in. And then during the holidays, things went down. And of course, we were accused of all getting together in spite of all of the regulations and so forth. And so this series actually ramped back up again. And now we see that is on the way down. That is because of the lockdowns. So we haven't experienced yet the benefit of this series going down, because we are still dealing with Canadian and US and European lockdowns. And as long as we are faced with that at the moment, we are dealing with an economy that is under strain. The United States economy, obviously very, very important to us. And you can see that this economy is actually dealing with more volatile movements. We saw that in the world, the peak that we saw in January only matched the peak that we saw back in December. Well, in the United States, it started to take off. And of course, there was great concern about what was going on here. And there is some seasonal fluctuation here. People do put off actually going to the hospital when they're wanting to have a good time, I guess, around the holidays and so forth. And so this is all evening out, but it's caused great concern. And of course, this is what we're dealing with right now. And you have
my great sympathies in Belle Province because of the lockdowns and the curfews that you are actually facing right now. We in Ontario don't need to do that at this point in time, but our hearts are very much with you, and we certainly hope that this is not going to last for an inordinate period of time. How are we doing here in Canada? Well, our governance is renowned around the world, but you can actually see that post-holidays, we had a very nasty spike in our own data here. And of course, that followed a ramp up in activity that was very disquieting through the end of the year. And of course, is why we're having the lockdowns that we're having. Thankfully, those peaks have started to come back down again. But again, we need to pay very, very careful attention to where this data goes. Now, what I'm counseling exporters all across Canada to do is to create your own COVID index. All of this data is readily available on the Johns Hopkins website. You can actually, aside from the indicators that you have on currency and the stocks that you have flashing in front of your screen and currencies and so forth, you almost need to have a COVID index as well. Designed by where it is that you are doing business around the world. Obviously, if it's tied to the United States, you want to pay very careful attention to that economy. Incidentally, you can do better than that. You can look at things at a state level and understand if you've got a supply chain in a particular state, how compromised they are going to be just by looking at the COVID data. If you're selling into those states, if you have particular states that you're selling into, again, you can keep a very close eye on them by watching the COVID data. Okay, I think you get the point, but this is primordial. The COVID data is really where it starts and finishes for the time being. And that is until we actually get vaccines that are broadly distributed. Now, these are ahead of schedule. So that's probably the best news that we've had in a very long period of time. The acceleration of the approvals of Pfizer, Moderna, and AstraZeneca, Oxford, mean that vaccinations are actually happening en masse as we speak. And of course, there's a bit of a hiccup here in Canada, but by the time we get to mid-year, we're expecting that in major parts of the world, many inoculations will be done to the point that business will begin to normalize. That's key to our forecast, and I'll wind this forecast up with some numbers. But let's ask ourselves a question. How are things actually going right now? I mean, this is our story that we're being bombarded with in the media all of the time, and it's the big scary story, and it makes it sound like everything is awful. Is everything really awful? Well, I want to start with the ventes au détail because they are very, very crucial as an indicator to the overall health in the economy. 60% of most developed economies is taken up by the consumer. In the United States, it's 70% of activity. So let's start there. Where are consumers right now? Well, if this is a proxy for consumer spending, what's the big deal? We had 2 months of down, 2 months of up, and this thing is just continuing on. Now, it's going down at the end there, partially because lockdown activity was starting to happen at that point in time, but it's well above pre-COVID levels of activity. So if you can take 60% of the economy and say that this is actually happening in it, well, excuse me, things maybe aren't as gloomy as we're hearing out there. Now, is it just the United States economy? No, it's the Euro area as well. Now, again, the more recent data is not the most comforting, and this is sort of the third wave lockdowns we're seeing manifest there as well. But let's not forget that even right across the Euro area, with all the things it was dealing with, it got back to 100% of pre-COVID levels of activity in just 2 months, and it grew from that point forward. Now, these two economies make up about 45% of world GDP. How did Canada do? Well, we suffered more because we went down more on a relative basis, but we've actually rebounded and we're doing better than both of these areas. So that's pretty comforting. And how about Quebec? Well, if Canada was volatile, well, Quebec was even more so, but Quebec is doing much better than the average in Canada with respect to 60% of entire activity. Now, that should put a smile on everybody's face because it's not just a Canada thing, it's not just a Quebec thing, it is widespread. This is a world thing. These are driver economies of the world that we are talking about here. And if they have actually come back to this extent, then we do have something to be happy about. Now, this is average activity. I want to
super underline that, because not everybody is experiencing this beautiful average. Some are over the average at the moment. Food retailers, for example, food stores are doing extremely well inside of this. They never went down in the first place. Building supplies, try to find a 2x4 or even a steel stud or anything like that right now. It's extremely difficult. Why? Because we're all renovating these houses that we're confined to at the moment, and we're actually buying second dwellings for a number of different reasons. And so these are industries that are doing very well. What are other ones that are not? Well, clearly on the services side of things, things are far from being repaired at the moment. The sales of clothing and footwear have not done well inside of all of this. And there are other non or less essential goods, and those retailing activities have not gone well. Restaurants are a big retailer that have not done particularly well inside of all of this. So here we have it. On average, the economy is actually doing quite well and is on a good foundation. Now, we might ask ourselves, okay, is this big V due to stimulus? It's not. What you need to remember is a couple of different things. Premièrement, nous avons eu de la demande accumulée en avant de COVID-19. So we had major evidence around the world, actually, and particularly in the developed markets, that all that insufficient growth that we had after the global financial crisis left us right up to COVID-19 with pent-up demand in the economy, demande accumulée. Now, we also have two sources of demande accumulée in the middle of this COVID period here. And you might say, well, that's ridiculous. You had me up until now. That was a good story, but there's no way that we actually had demande accumulée in the middle of this period here. Are you out of your mind? Well, here are the two sources. First of all, most people still had their jobs over this period of time. They were still getting a full paycheck, and they had much less to spend it on. And so that's one source. The second source is people that are getting stimulus checks. If you don't know when you're going to get your job back, if you don't know when the lights are going to go on in your business, you're going to save as much of that stimulus check as you possibly can. So two sources of pent-up demand inside of here: saved income and saved stimulus money. And where has that money gone? Well, in the United States, it's been a remarkable pileup in demand deposits above the trend. Now, if there's a trend in the economy that is very smooth, it's the way that we actually add to our demand deposits. I mean, that turquoise line at the bottom is typically the boring rate at which we put money into our bank accounts. Well, people got so scared in the United States that, boom, this went up. How much are we talking about here? We're talking now somewhere around $2.6 trillion of difference. And that's over 13% of US GDP sitting in a demand deposit right now, ready to be spent as soon as everybody is feeling good about things again. Now you might say, okay, well, that's good for the Americans. What about everybody else? Well, the Europeans were doing the same thing. And I'm happy to say that here in Canada, not only did we increase this amount, but we're actually still building it up. Now, we haven't stopped like the United States. Those two lines are parallel there. We're actually still increasing the amount of demand deposits that we have. So it's somewhere between 10 and 12% of GDP here in Canada. So this is a reserve that is ready to boost the economy when stimulus comes down and when people are feeling good about things again. Now, does that make you feel good? Not only do we have fundamental strength in consumer spending, but we have a reserve of potential spending inside of consumer spending so that it doesn't have to fall back when stimulus comes off the table. Now, this is just another characterization of this. Our savings rate hardly ever moves, as you can see here. You know, it fluctuates around, but within a very tight band. And all of a sudden, we saw in the second quarter of last year an enormous spike in the rate of savings. It's since come down, but this is what underlies the amount of saving that we are actually doing that is ending up in these bank accounts here. So all of this is very good news for the reserve in spending that we see. Okay, is it all about the consumer? It's not. We're exporters here. We want to know how international trade is doing. And of course, when all of this started, we were all very worried because
There was an anti-globalization move that was out there in the world. There was the American economy and others who were getting very protectionist, putting tariffs up and so forth. Our steel and aluminum was under attack. Our lobsters were under attack. Our softwood lumber is always under attack. But the US and China were having their battles as well. So you might think, okay, well, for those two reasons, exports aren't coming back. Thirdly, you know, people don't want to cross borders because they don't want to catch COVID from some foreigner. And so even the physical movements of goods were potentially compromised. So how are we doing? Well, here's the United States. That's pretty much a V-shaped forecast as well. You can see that the US is about 93% now of pre-COVID levels of activity. Not quite back, but this is a V-shaped outcome as well. Are they the only ones? Well, the Europeans are doing even better. They didn't have that dip in May, and so they're actually doing even better than the Americans. Okay, so how do we do here in Canada? Well, let's talk about China first. They're absolutely roaring. And this has really been powering the world economy, and the amount of goods and services that China has needed to keep this going has really been very good for some of our industries here. Canada is in between the United States and the Euro area, but the great news for Quebec exporters on the line right now is that you didn't fall by as much, and you are actually further ahead of either Canada, the US, or the Euro area in relative terms compared to pre-COVID levels of activity. So it doesn't mean that we're through this, by the way. It doesn't mean it at all. But for all of these areas to still be below the line and for Quebec to be above 100% of pre-COVID activities, something is going very well inside of La Belle Province. So congratulations to you there for the resurgence that you have actually had and for the success that things have been. Now, not everybody feels that success. So you might say, well, Ray, you know, here's where we are overall, and the government will be very happy with these kinds of statistics and so forth, and they'll make a lot out of them. But not everybody is experiencing the same thing. So this dotted line is the same as the turquoise line in this chart for Canada. Okay, so I'm just copying it over, and the scale is a little bit different. Why is the scale different? Because at the Canada level, not all industries are experiencing the same thing that are exporters. And so who's out on top here? Well, I've talked about food before. Not only is domestic food very strong, we have been exporting all kinds of food. And of course, Quebec is a breadbasket with respect to these kinds of things. So this is very good for the province as well. What about some of the areas that are not doing well? Well, the energy sector, particularly oil and gas, has not been doing well. Now, when the economy shuts down, exports of hydroelectricity are also down because the very intensive users obviously go down. Now, the extent to which they have actually come back is very good news for the Quebec energy industry, but this is primarily an oil and gas story. How about some that are sort of in the middle? Well, fabricated metals, that's a big part of what is going on inside of the province. Also crude metals and minerals doing well inside of all of this. So the Quebec aluminum industry also doing well. There is an auto parts complex inside of Quebec as well. And this is one of the most fascinating stories that I can tell at the moment, because no industry on a relative basis was hurt more than the exports of autos and parts. They shut down to almost nothing. GDP went down to 9% of pre-COVID levels of activity. It was a disaster. But remember, the auto sector is one that knows how to shut down. They know about retoolings, and they know about the changeover of a model year and so forth. So they know they've got a playbook on how to shut down. So they used it and they shut down, but they're the most improved industry. And you can see that they shot back up to over 100% of activity. They're still fluctuating around that level. The downtrend, I'm not worried about that because there is lots of money to furnish the purchases of autos and parts. The aerospace sector, very important to the Quebec economy, and you can see it is not doing well. It's actually ending up being a little bit south of the energy sector itself, and that's really saying something inside of this marketplace here. So why do I actually have all of these numbers here the way they are? Because
this is not a normal economy. Typically, when a cycle is moving around, we have, in general, businesses that are following the cycle. This time around, what I want to leave with you is that we have a K-shaped forecast, okay? I've talked about V-shaped. People talk about U-shaped forecasts. They talk about W-shaped forecasts. This is a K-shaped forecast. Why? Because there are some that are on the up part of that K and they're doing really well, and there are others on the lower part of that K. Strategically, you need to keep that very much in mind, because if people who are buying from you are on the lower end of the K, you're in trouble. If people who are supplying you are on the lower end of the K, they might actually have payments problems. They might have financial difficulties. They might not be able to serve you as well as they ought to. So there are all kinds of linkages here that need to be made. So this is of great strategic importance. Now, if you're in the exports or in the service of exports of service or the selling of service businesses, this is a very hard situation to be in, because this is actually an L-shaped forecast that went down and it has not come back up again. The Euro area experiencing some success, but this is nothing to brag about, that you're still at 85% of pre-COVID levels of activity. A disaster for Canada. I don't have specific numbers for Quebec, but I can imagine that exactly the same thing is happening. Two things to remember here. One, a lot of this is travel and accommodation and so forth, and also food services are in here. But also, one of the things that's holding back the economy is business services. If you need a new piece of machinery, sometimes, most of the time, you need a specialist across a border to help you install that, or to do a software refit, or to do management consulting. You can't do a merger and an acquisition. You can't open up new sales with partners or customers that you have not met before if you can't easily go across the border. And so the number two concern when we were going across the country digitally last fall was people movements. You cannot get people where you need them. And the hottest zone for that question was really in Montreal. So I just wanted to point that out to you as well. Very quickly, just tying things up here, this is just another illustration of the divergence in outcomes by industry. So what do these horizontal lines mean? On the left-hand side, that's the degree to which things fell during COVID. On the right-hand side, it's the degree to which they've come back. So the 100% line is very instructive here, and you can see many industries are still very much below where they were before. So you need to keep that in mind as you're strategizing your business. How do we all wrap this up into a forecast? Well, our key market is the United States, and they are not doing as well, it seems, as other economies this year. They did not fall by as much. So the US economy is actually one of the strongest on the planet right now, and that's our very big customer. We are seeing big rebounds in India, in China, in Western Europe. France was pounded by all of this. And so that business that is going between Quebec and France is a business that we believe is going to rebound in a very big way this year. If you're doing business in Germany, same goes for that. Good growth this year, and you can see a smattering of other emerging markets there. And in 2022, it doesn't even look like anything has changed because the colors are so different. A continuation of strength. Why is that? Well, the lockdowns this year are actually holding growth back. But the benefit is that growth is actually being spread throughout 2 years. Here are the same things in table format. What are some of the things that I would like to leave you with today? Number one, keep your eyes on the COVID data. It is absolutely primordial right now. Number two, understand that the consumer is in a fundamentally very strong position right now, and you can pretty much take that to the bank. Number three, business investment, we believe is going to come back very rapidly right now. Why is that? Well, crisis is the mother of transformation, and we've been through a crisis here, and businesses are transforming themselves. They're transforming themselves digitally. They're transforming themselves in terms of bringing on new and updated machinery and equipment. They knew coming into this that they had a very hard time hiring labor.
they are actually switching over to be more mechanized as businesses. So keep your eyes on this. If you happen to be in the machinery and equipment business, you can see already that the numbers are very, very strong on that side of things. But also with respect to business investment, understand that supply chain risk is something that is very much in the minds of many people at the moment, and they're trying to insulate themselves from that. So we expect to see some reshoring, nearshoring, and globalization, bringing back supply chains that are in other parts of the world to the region in which those goods and services are being sold. And so if that is actually going to be happening, there is a lot of scope for actually attracting investment into Canada for doing business in the North American sphere. Business that's coming back home, business from foreigners who actually want to locate here. So it's something very much to keep in mind. And finally, what I'll say is don't forget that K-shaped forecast. Some are doing very well, some are doing very poor. You have to be very, very careful where you are doing business these days. Second half of this year is really where things start to pick up in a very big way. Arm yourselves for that. And 2022 should also be a very good year. Thank you so much. Merci beaucoup à tout le monde. It's been a pleasure to be with you today, and I certainly hope that what I've shared with you is useful to you. Merci beaucoup. Thank you, Peter. Always a pleasure to hear you talk about what's happening in this weird context. So I just can't get enough of your explanation. Alors, merci beaucoup. On est un peu pressé par le temps, mais juste de remercier Peter pour les commentaires, entre autres sur le secteur du commerce de détail. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs secteurs ou sous-secteurs du commerce de détail qui ont bien profité de la crise. Et évidemment, le dénominateur n'a pas augmenté, donc il n'y a pas eu de création d'entreprises vraiment durant la pandémie. C'est donc dire que s'il y a des secteurs comme la restauration, entre autres, qui ont eu autant de difficultés, il y a des gens qui ont vraiment profité, en guillemets, de la situation. Et il y a quand même un certain nombre de belles histoires qu'on doit mettre de l'avant. Et j'aime aussi le tableau sur le spread de la situation des exportations par secteur. Et on voit donc justement que dans deux secteurs où le Canada doit être très fort, donc l'alimentation, l'agroalimentaire et l'aérospatial, on a des situations justement en forme de cas où il y en a une qui va très, très bien et l'autre qui va très mal. Et d'où l'importance, je pense, pour le gouvernement fédéral de réfléchir à des politiques industrielles pour ces deux secteurs-là, de sorte que les deux aient une performance qui soit similaire. Et à ce titre-là, on va le mettre dans le chat pour les gens qui ne l'ont pas vu. Je vous invite à consulter le rapport du groupe de Monique Leroux, du Conseil sur la stratégie industrielle, qui fait justement un certain nombre de recommandations pour que le gouvernement fédéral se dote de politiques industrielles en la matière. Alors, je vous invite à le consulter. C'est un rapport qui, j'espère, ne prendra pas la poussière et nous, on va s'assurer que ce soit remis sur le dessus de la pile le plus souvent possible. On va passer tout de suite à la deuxième partie, donc avec notre panel d'entrepreneurs. Et pour vous les présenter, on a un court vidéo qui vous décrit un peu leur parcours. Alors, allons-y avec le vidéo. Le monde appartient à ceux qui voient grand et loin, à ceux qui explorent, innovent et prennent des risques. Le monde appartient à ceux qui s'ouvrent à l'international, saisissent des occasions d'affaires et veulent conquérir de nouveaux marchés. Le monde appartient à ceux qui contribuent à l'essor économique du Québec, à son savoir-faire et à son rayonnement à l'international. À ceux qui créent de la richesse et bâtissent le Québec de demain et de ses générations futures. Le monde appartient à des entrepreneurs qui, comme vous, sont visionnaires, savent s'adapter, se démarquer et osent traverser les frontières. Le monde appartient aux entrepreneurs qui exportent. Le Québec est un exportateur de classe mondiale, comme en témoignent ces grands exportateurs de votre région. Ce leader mondial en sécurisation conçoit et fabrique des systèmes de retenue pour tous les types de véhicules qui sont utilisés dans les entrepôts logistiques et les quais de chargement. GMR Safety, qui attribue son succès à sa vision, son intuition et sa persévérance, s'est distingué dans 2 catégories lors du Gala Vision 2019.
Selon l'entreprise, qui connaît une croissance fulgurante, on gagne à cibler rapidement les marchés à fort potentiel de vente et de profitabilité pour mieux élaborer une stratégie de pénétration efficace. De plus, être au contact de cultures d'affaires étrangères lui a permis d'améliorer son modèle d'affaires et de se réinventer. Reconnu pour son expertise inégalée en génie électrique, Technology Mindcore offre des solutions pour optimiser les installations électriques de moyenne et haute tension. Pour le fabricant de sectionneurs, l'intérêt d'exporter réside dans la croissance en volume sur le marché états-unien, car elle rejaillit positivement sur le prix de revient global de ses produits. C'est en continuant de miser sur la recherche et le développement qu'il a trouvé réponse à la crise. Son conseil aux futurs exportateurs: prenez le temps de trouver des partenaires solides et pleinement alignés avec les intérêts et les valeurs de votre entreprise. Depuis bientôt 55 ans, Planiform Convoyeur se donne pour mission de révolutionner la manutention de vêtements sur cintre. Tournée vers l'avenir, l'entreprise a réussi à transformer la crise en occasion d'affaires en investissant substantiellement dans la recherche et développement afin d'accélérer la commercialisation de produits innovants. Selon elle, il importe plus que jamais d'offrir un produit et un service hautement concurrentiel, d'une qualité inégalée sans jamais sous-estimer ses compétiteurs pour mieux tirer son épingle du jeu sur les marchés étrangers. Vous souhaitez mettre le cap sur l'exportation? Nos partenaires peuvent vous guider dans vos démarches. Comptez sur eux pour soutenir vos efforts d'innovation et de productivité, consolider et diversifier vos marchés hors Québec, vous aider à accroître votre présence sur les marchés étrangers, vous éclairer sur les aspects légaux et fiscaux, vous soutenir dans la gestion des risques, vous fournir des solutions de financement, vous offrir des services de transport intégrés et vous informer en temps réel. La série Les grands exportateurs Corex vous donnera l'envie d'oser, de multiplier les occasions d'affaires et de découvrir de nouveaux marchés. Mais avant, tirez profit de l'expérience inspirante des entrepreneurs d'ici et devenez vous aussi un grand exportateur Corex. Excellent. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos trois invités. Philippe Corriveau, président donc, de Technology Mindcore, Gaétan Jeté, président fondateur de GMR Safety, et Gabriel Saint-Jean, président de Planiform Convoyeur. Et je cède la parole à notre animateur, ami fort connu de la Fédération, chroniqueur depuis quelques années déjà. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous, René Vézina. Alors, je te cède le Zoom. Merci, Charles. Merci beaucoup. Donc, on sera ensemble pour la prochaine demi-heure, plus ou moins. Puis d'ailleurs, ça se présente très bien. On commence à être pas mal à l'aise dans les technologies. Il y a eu 0 bug dans les présentations. Là. Alors, c'est bon signe. Je rappelle que cet événement se produit à un moment crucial de l'histoire, puisque demain, il y a un changement à la présidence des États-Unis. C'est un changement assez radical. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? On a peut-être oublié, mais il y a eu un paquet de vicissitudes dans les relations commerciales. C'est-à-dire les États-Unis se sont trouvés au centre d'une série de batailles, mais notamment avec le Canada, où on se réveillait le matin pour apprendre qu'on venait d'infliger des tarifs punitifs à différentes industries. On espère que ça va rouler de façon un peu plus harmonieuse, mais avec tout ce qui se passe, on ne sait jamais. Et tout ça, comme le disait Peter Hall, en surveillant de très près les chiffres par rapport à la COVID. Alors, c'est vraiment une période inédite dans l'histoire et le fait qu'on se retrouve en compagnie de 3 entrepreneurs qui n'ont pas hésité à attaquer des marchés d'exportation et à faire leur marque montre qu'à quelque part, c'est pas vrai que tout le monde baisse les bras, au contraire. Et M. Hall le disait, c'est en temps de crise où on finit par qui finissent par entraîner des transformations et des remises en question des façons de faire. Alors, on est peut-être à ce tournant-là. Et je vais d'abord demander à chacun des panélistes, à commencer par Philippe Corriveau, même si on a pu voir un peu de quoi il en retournait pour chacune de leurs entreprises, de nous les représenter, mais peut-être en donnant un petit peu de données historiques, de contexte historique sur chacune d'entre elles, mais très rapidement pour qu'on en vienne à parler directement d'exportation. Alors, Philippe Corriveau de Mindcore, je vous demande de commencer en nous représentant un peu où vous en êtes, mais d'où vous arrivez. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, M. Vézina. En fait, nous, on est fabricants de sectionneurs haute tension. On travaille avec les utilités publiques à travers l'Amérique du Nord principalement. Et on tend là, à vouloir même transgresser les frontières
états-unienne. Et ça va de bonne augure. Nous, on a commencé à exporter plus sérieusement en 2013. En fait, nous, on a embauché un directeur des ventes aux États-Unis et ça a pris quelques années, je vous dirais, là, avant que ça porte ses fruits, même, je dirais, 5. Et pour avoir 0 exportation en 2013 et aujourd'hui, terminer avec 70% de notre chiffre d'affaires qui provient des États-Unis en tant que tel. Et majoritairement, là, 90% de nos ventes sont faites hors Québec. Donc, ça dresse un peu le portrait. Puis nous, c'est ça, on œuvre dans un secteur qui est quand même intéressant du point de vue client. On a des clients solides, là, les Hydro-Québec de l'Amérique du Nord. Là. Ça fait des clients qui payent à date, qui nous donnent confiance d'envoyer notre produit au côté des frontières, puis de se faire payer, même en temps de crise. C'est intéressant parce que là, on parle vraiment de la planète, de la galaxie de l'électricité pratiquement au Québec. On est en train d'établir des chaînes, mais vraiment intégrées. Et il y a un mouvement vers l'électrification tant des entreprises que du transport. Et vous vous retrouvez en plein milieu là, de la partie. Alors, il y a quelque chose pour vous. Il y a un potentiel là, qui a de bonnes chances de se développer pendant et même après la crise. Mais on va y revenir dans un instant. Je passe du côté de M. Gaétan Jeté de GMR Safety. À votre tour de nous raconter un peu brièvement là, ou à quel moment vous avez commencé à regarder ces marchés d'exportation? GMR, cette année, existe depuis maintenant 25 ans. On a débuté sur le marché américain en 2007 et sur le marché Europe en 2014. Disons que c'était des marchés qui étaient pour nous très porteurs. On avait fait une planification stratégique, puis on a vu qu'il y avait un potentiel extrêmement intéressant pour nous en Europe. On est dans les entrepôts aujourd'hui à proposer des solutions maintenant qui sont nouvelles pour le marché européen et fort d'une croissance annuelle depuis 4 ans, moyenne de 40 %. On entrevoit l'avenir avec beaucoup de positifs sur le marché principalement alimentaire, e-commerce et pharmaceutique. 97 % de nos ventes sont hors Québec. 90 % sont assurés par EDC pour garantir nos paiements à la fin, mais aussi s'assurer que les clients auxquels on vend sont fiables et solides. Bien, merci beaucoup. Je vais revenir dans un instant parce que vous parlez beaucoup du marché européen. On a eu des données là, sur la reprise actuelle et les prévisions pour 2021-2022. C'est intéressant de voir si déjà vous le percevez. Je vais d'abord finir ce premier tour de table avec Gabriel Saint-Jean de Planiforme Convoyeur, un peu dans le même esprit, M. Saint-Jean. Ça s'est déroulé comment de votre côté? Alors, nous, on est une entreprise qui est quand même assez vieille, là, 50 quelques années. On a toujours été dans le domaine de manutention de vêtements sur cintre. C'est donc dire qu'on a commencé en fournissant ce que les gens appellent des carousels dans les nettoyeurs, mais ça, c'était dans les années 90. Avec les années, on en est venu à travailler avec les centres de distribution pour les magasins de détail. Puis un jour, il est apparu quelque chose qui s'appelait le commerce en ligne, puis on a dû s'adapter à ça. Et on a connu un boom d'exportation vers les États-Unis. Je dirais, là, ça a vraiment commencé depuis 5 ans où on a vécu 600 % d'augmentation en 5 ans. 600 % de croissance, ça se dit bien dans une conférence, là, mais en arrière de tout ça, ça vient aussi avec énormément de problèmes, puis de défis, puis c'est un enjeu assez important. Et puis, c'est ça, les exportations allaient bien, surtout au niveau des entrepôts pour le commerce en ligne, jusqu'à temps que nous, on a vécu la crise, la pandémie. On a entendu parler un petit peu avant parce qu'on importe un peu aussi. Puis, au mois de février, ce qui arrivait de la Chine s'est mis à peu arriver. Puis là, les Chinois nous parlaient d'un coronavirus, puis on se disait, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et puis, on ne comprenait pas, c'était la première fois en des années qu'on n'était pas capable d'avoir notre matériel. Puis on parlait de shutdown en Chine, puis d'aéroports fermés, puis on ne comprenait pas. Et c'est là que tout a commencé au niveau de la pandémie là, pour nous. Un petit peu avant, un mois avant ici, je dirais.
Bien, on va continuer là-dessus, tant qu'à faire, M. Saint-Jean, parce que vous ouvrez quelques portes. D'abord, est-ce que, d'une part, vous avez senti, on parle de la reprise du côté chinois assez spectaculaire, et on voit aussi que d'après les prévisions de M. Hall, qui sont quand même intéressantes, là, en tout cas encourageantes, du côté des États-Unis, de reprise de l'économie, est-ce que vous le sentez, d'une part? Mais vous avez parlé aussi de défis pour les ouvrir, ces marchés-là. Quand il y a un défi, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui doit aller avec. Il serait intéressant de voir comment comment vous avez réussi, vous, à établir ces percées-là. Mais dans un premier temps, est-ce que vous la sentez, la reprise? Nous, j'avoue qu'on est chanceux. On est chanceux parce qu'on traverse, comme je disais, on travaille dans le commerce en ligne. Aux États-Unis, le commerce en ligne est un service essentiel. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que l'économie continue tout en gardant les gens à la maison. C'est donc dire qu'on nous a permis, parce que dans nos systèmes qu'on doit installer, le matin qu'on a décidé que les frontières étaient fermées, qu'on nous a dit plutôt que les frontières étaient fermées, c'est venu avec une certaine panique, ça, parce qu'on s'est dit comment on va installer nos systèmes, nous, comment on va envoyer nos installateurs aux États-Unis. Et là, c'est là qu'on a travaillé avec le client, puis on s'est rendu compte que c'était un service essentiel aux États-Unis. Alors, on a pu avoir des lettres du client dans lesquelles il y avait des copies du site web du Homeland Security qui permettent aux entreprises qui travaillent pour les services essentiels de traverser, ce qui fait que nos employés ont pu continuer à aller aux États-Unis pour installer, même pendant le pire de la crise, là. Donc, on ne l'a pas vraiment senti. Je vous dirais même que, étant donné que le commerce en ligne a été nettement poussé aux États-Unis, justement parce que les gens voulaient rester à la maison, voulaient acheter en ligne, ça a même eu un impact positif sur nous. De là, je dis qu'on est un peu chanceux d'être dans ce domaine-là. Et maintenant, comment vous avez, quand vous regardez ça, ça fait quelques années, là, vous avez parlé enfin, vous avez dit que l'entreprise est vieille, 50 ans, c'est pas très vieux, sans blague, mais aussi que au niveau de l'exportation, ça s'est amplifié. Comment, puis je n'entrerai pas trop dans les détails parce qu'on n'aura pas assez de temps, mais est-ce qu'il y a eu des éléments marquants dans cette stratégie de pénétration des marchés? OK. Je vais essayer de résumer ça. Je ne sais pas si pour mes collègues panélistes, ils ont la même vision que moi, mais exporter, ce n'est pas juste une décision, c'est un engagement. C'est comme dire je m'en vais aux Olympiques, là. Il faut se dire que tout le monde, c'est humain, tout le monde veut acheter local. Pour être capable d'aller vendre chez quelqu'un d'autre puis battre votre compétition là-bas, vous devez être vraiment bon. À qualité égale, vous ne serez pas pris. Si vous êtes un peu mieux, vous ne serez pas pris. Il faut être vraiment meilleur, avec un bon prix puis un service ou un produit qui est vraiment meilleur. Là, on va vous considérer. C'est pour ça que je dis, faut faire des sacrifices, il faut mettre énormément de temps. C'est comme aller aux Olympiques. C'est un engagement, c'est plus qu'une décision. Mais ils veulent sentir qu'on reste là aussi. C'est qu'on est là pour rester. Nous, c'était ça. Au début, c'était « Ah oui, un nouveau joueur, on ne vous connaît pas, OK, mais là, allez-vous rester? Si on achète de vous, allez-vous être là dans 5 ans, allez-vous être là dans 8 ans? » Parce que nous, nos produits ont une durée de vie de 30 ans, par exemple. Donc ça fait en sorte un peu, là, comme Gabriel, tu dis, là, ils veulent sentir que tu es engagé et que tu es là pour rester. Mais continuez donc sur votre lancée, M. Corriveau. Ça, c'est une chose, mais on fait comment pour se faire connaître et pour pouvoir établir ces ententes-là, ces alliances-là? Là? Bien, nous, on a eu 2 stratégies. La première, c'était d'engager des agents manufacturiers qui allaient prendre notre produit parmi leur gamme de produits, puis c'était un autre produit parmi tant d'autres, bien entendu, parce qu'eux, ils sont payés en commission. Mais au-delà de tout ça, on a décidé de faire une remorque avec nos produits dessus, puis on a fait le tour des États-Unis avec nos agents. On promenait la remorque d'État en État pour aller démontrer le produit là, en personne, face à face, avec un discours qui était basé sur les points de différenciation de nos produits. C'est vraiment ça qu'on a établi comme stratégie. Puis ça a pris 5 ans, comme je disais plus tôt, là, avant de recueillir quelques petites bribes. Oui, j'imagine que ça fait boule de neige. Pour reprendre l'expression de M. Saint-Jean, il faut à ce moment-là montrer qu'on est meilleur, pas un peu meilleur, vraiment meilleur. Vous avez montré comment, vous étiez les meilleurs? En fait, comme M. Saint-Jean disait, faut se démarquer par la qualité. Puis nous, notre discours était sur l'attention qu'on portait aux détails. Vraiment, là, parce que dans notre produit, il est très mécanique. Comme M. Saint-Jean et M. Jeté, c'est la même chose. Là.
comment qu'on allait là, jusqu'au petit, comment qu'on faisait ça différent, puis pourquoi que ça allait faire que le produit allait durer 30 ans, tel que requis par leurs spécifications, parce qu'ils voyaient notre produit et ils disaient, oh, ouais, OK, lui, ça va durer. Ça va durer. Puis les points que tu me dis, ça fonctionne avec les problèmes que je rencontre en chantier. Et rapidement, avant de passer à M. Jeté, vous êtes au cœur de l'action. Sentez-vous qu'il y a une reprise actuellement? Bien, nous, un peu dans la même lignée que M. Saint-Jean, on n'a pas senti. La seule problématique qu'on a eue, c'est par rapport à nos fournisseurs. Et les matières premières comme l'aluminium, le cuivre, l'acier, le phénomène de rareté, ça a occasionné quelques soucis. Mais puis même, on achète quelques trucs en Chine aussi, puis on a vu la même chose. Mais au point de vue clientèle, c'est notre meilleure année. C'est un peu drôle à dire, mais c'est notre année où on a frappé un record de vente. Donc, c'est ça. Imaginez pas vraiment senti autre que plus sur le back-office. Et en plus, on dit qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a un réservoir d'investissement et de dépenses à venir, parce que beaucoup sont demeurés sur les lignes de côté. Alors, si ça a été votre meilleure idée, votre meilleure année, on n'ose pas imaginer ce qui s'en vient, mais tant mieux pour vous. Et je vais aller du côté de M. Jeté, Gaétan Jeté, de GMR Safety, un petit peu dans le même contexte. Ça s'est passé comment, vous, la façon d'entrer sur ce marché américain, mais aussi les autres marchés, parce que vous êtes comment vous avez procédé pour gagner la faveur de vos acheteurs? Si aujourd'hui, la France, l'Allemagne et les États-Unis sont nos 3 principaux marchés, les débuts ont été extrêmement humbles. Je suis parti avec mon bâton de pèlerin en 2014. J'avais vu dans un salon en Allemagne qu'il y avait plusieurs produits concurrents. Et avec très faible budget, on avait envoyé notre employé qui allait coûter le moins cher, c'est-à-dire moi, qui a fait du développement à raison de 2-3 semaines par mois, 9 mois par année. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais. On a fait avec un partenariat avec une boîte française qui s'appelle Salvéo, qui nous a aidés à l'ouverture de marché en faisant de la prospection, en booking des rendez-vous pour moi. Et j'étais en fait 2 ans aller là à tous les mois sans vendre un seul euro à travers l'Europe en étant là tout le temps. Et aujourd'hui, on a plus que 50 % de notre chiffre qui est en Europe. En fait, notre chiffre d'affaires en Europe cette année est 3 fois supérieur de quand on a débuté l'aventure en Europe. Mais vous avez dit, pendant 2 ans, j'y suis allé tous les mois ou à peu près sans vendre un seul euro. Ouais. Il ne faut pas se décourager, il faut avoir la foi pour persévérer. Puis peut-être un brin de folie, je rajouterais. Effectivement. Puis on a développé une façon de faire, par exemple, là, qui aujourd'hui est notre élément de succès. Quand on a été en France, on a fait plusieurs bons coups. On a développé une méthodologie et cette même méthodologie-là se transfère dans un plan d'ouverture de marché qu'on a fait pour l'Allemagne et rapidement nous amène à des résultats, des ententes. On a modifié notre modèle d'affaires également. Au lieu de vendre à chaque adresse qu'on pouvait voir des entrepôts, on vend uniquement aux sièges sociaux. Si ce n'est pas corporatif, on n'y va pas. Et on engage nos gens à être des commandos, des mercenaires, à développer des ententes de partenariat avec les gens. Ce qui fait que quand on close un deal, on peut le faire à grandeur du pays ou de l'Europe ou du monde entier. Vous avez des gens sur place actuellement, là. Exactement. La clé pour nous, ça a été d'être local, internationalement. Donc, à chaque pays, on engage des gens localement qui sont dans la culture, dans le langage et tout. Et quand on ne pouvait pas aller aux États-Unis cette année, on a engagé nos premiers employés américains. Alors, puisqu'on va terminer ce bloc-là avec la même question que pour les autres, est-ce que vous sentez, vous, comme un vent positif, là, un vent favorable qui se lève et qui permet d'envisager des jours meilleurs? Si la restauration était à peu près du tiers de notre chiffre, ça a été largement coupé. On a adapté nos offres, justement. Durant la pandémie, on a innové encore. On fait beaucoup d'innovation et on a proposé des solutions nouvelles pour répondre aux derniers kilomètres, là, ce qui parle présentement là, dans le e-commerce. Fait que ces solutions-là, on a été les premiers à les proposer. On a déjà eu des projets européens là-dessus pour bloquer les roues des camions, des plus petits camions qui existent, qui s'en vont chez vous à la maison porter des colis. Alors, la reprise se fait tranquillement. Oui, on a en fait,
Nous, c'est les modèles corpaux. On a visé beaucoup le pharmaceutique, l'alimentaire et le e-commerce, qui fait en sorte qu'on a pris un nouvel élan pour compenser les marchés plus traditionnels. J'espère qu'on se rend bien compte, là. Vous êtes dans la région de Joliette. C'est une région active, dynamique, connue pour son économie qui s'est diversifiée. Mais vous n'êtes pas à Toronto ou à Vancouver. Là, quand vous attaquez des marchés extérieurs, vous n'avez pas de, pardonnez-moi, mais de label d'une grande ville. Alors, j'allais vous dire et vous demander peut-être pour conclure ça, avant qu'on passe à une période de questions, ça veut dire quoi et ça représente quoi cette volonté d'exporter pour une entreprise comme la vôtre? Et qu'est-ce que vous pourrez dire à des gens qui regardent en disant « Ouais, mais personne ne va nous connaître, on arrive d'un coin vraiment qui n'est pas vraiment étiqueté, lieu central sur la planète. » Pourquoi y aller? Pourquoi c'est important? Pour nous, ça a commencé par une mobilisation des employés qui était difficile à faire quand même. Hein. Pourquoi aller en Europe quand on est à côté des États-Unis qui sont si importants? C'est que nous, le potentiel, c'est pratiquement un marché vierge pour nous, l'Europe. Alors, on a mobilisé nos employés, on les a informés pour les embarquer dans l'aventure avec nous. Et quand on engageait des gens en Europe, on les faisait sentir le plus possible, même si c'est un défi qui faisait partie de la famille. GMR. Et là, à ce moment-là, c'est devenu une question de culture qui nous a permis de bien pénétrer les marchés à quelque part, qui a été un élément clé pour notre croissance, puis l'exportation qui a grandi chez nous. Mais s'il y avait des sceptiques, là, vous pouvez leur dire « Allez-y, c'est jouable, c'est faisable ». La vraie réponse, c'est quand c'est évident que c'est un bon marché, il est trop tard. Donc, c'est là qu'il faut avoir la vision puis le feeling. C'est quand tout le monde te dit, voyons donc, personne n'en achète, ce n'est pas le temps. Et c'est là que tu mets tes billes. Il faut évidemment avoir un fondement rationnel qui supporte le fait de vouloir aller attaquer un nouveau secteur, un nouveau marché, un nouveau continent. En fait, je vais y aller du côté de M. Saint-Jean, un peu aussi dans cet esprit. Comment vous pouvez évaluer maintenant l'importance de ce que vous avez accompli? Je ne sais pas si au début, vous le saviez ou pas, là, ce que ça représente maintenant et ce que l'on peut dire à ceux qui, il y en a beaucoup, hein, on est 180 quelques inscrits, là, qui sont en train d'y penser, qui se demandent est-ce que je devrais ou pas. Là, qu'est-ce que vous pouvez leur envoyer comme témoignage, je dirais? Dans notre cas, 80 de notre chiffre d'affaires est aux États-Unis. Ce qu'on voit là-bas, c'est un marché qui est beaucoup plus grand. Ils sont 10 fois plus de monde, donc c'est un peu logique de voir des chiffres 10 fois plus gros. L'amplitude des contrats qu'on voit là-bas sont très alléchants en termes de grosseur. Donc, si on réussit à convaincre le client de danser le tango avec nous et de faire affaire avec nous, ça peut être très, très intéressant au niveau des chiffres, puis d'autant plus que le dollar canadien joue en notre faveur. On multiplie souvent par 1,3, là. Mais c'est le fun, ça aussi, là. J'abonde un peu dans le même sens que Philippe qui disait qu'il faut dire aux clients qu'on va demeurer là, on va être là l'année prochaine. Ça aide aussi de les convaincre de ce côté-là. Là. Faut être sûr de notre chose, puis il faut avoir l'air très confiant quand on débarque. Puis une des choses que je veux apporter aussi, c'est que je crois que EDC est un des partenaires de cette conférence-là. Et surtout dans le cœur de la pandémie, à un moment donné, tu te dis, au mois d'avril, je m'en rappelle, tu te dis, je vais-tu me faire payer, moi, là? C'est international, les frontières sont fermées. Minute, là, je suis moins courageux que d'habitude. Et puis c'est là que EDC embarque et dit non, tu es assuré. On va assurer tes recevables. Ça va aider. Ça, j'aurais pas été aussi courageux sans cette aide-là, cette assurance-là. Je leur disais, c'est comme quand tu vas à l'école, quand tu es au primaire, puis que tu as ton grand frère du secondaire qui te suit, tu sais, tu as ton frère en arrière de toi. C'est un peu comme ça. Bon, une sorte de grand frère. Je pense que les gens ont été comparés à toutes sortes de partenaires, mais en plus, un grand frère, je suis convaincu que ça va leur faire plaisir. Mais ce que vous dites, donc, c'est que ça ne s'improvise pas. Là. On peut y aller, on peut avoir des ambitions, mais il faut avoir une démarche avec tout ça. Là. Il faut être très vrai. Il ne faut pas essayer de jouer un jeu. Il faut arriver avec du solide, du concret. Moi, je n'ai jamais joué de game. Tu te fais déjouer si tu joues une game. Il faut que tu dises les vraies choses.
Si tu es tout petit par rapport à ton client américain, tu le dis que tu es petit, tu n'essaies pas d'avoir l'air plus gros. Là. Souvent, nous, dans notre cas, nos clients sont vraiment plus gros que nous. Je dis à la blague souvent que mes clients, ils ont autant d'employés en vacances que moi, j'ai d'employés tout court. Donc, moi, je la joue vraiment avec une transparence. Puis c'est dans mon cas ce qui a bien fonctionné. Philippe Cogliot, en terminant, avant qu'on passe aux questions des participants, comment vous pouvez qualifier l'importance de l'exportation, mais surtout l'attitude qu'on doit avoir quand on envisage ces marchés extérieurs? Et encore une fois, je le dis, par rapport à des gens qui sont peut-être un peu, je ne dirais pas craintifs, mais prudents dans le contexte et qui se disent, je ne suis pas sûr que je vais y arriver, je pense que je ne suis pas capable. Est-ce que ça arrive, ça, des questions comme ça? Moi, je suis dans la même ligne que Gaétan. Gabriel aussi. Tu sais, la transparence, ça joue en ta faveur. Puis je pense que pour nous, au Québec, on a cette qualité-là. On a cette passion-là d'entrepreneur. Puis je pense que ça nous sert bien. Le taux de change sert. Mais moi, j'ajouterais de viser le bon client. De ne pas viser avec une mitraillette. Essayer d'être plus précis. Nous, on a dépensé beaucoup d'argent au départ parce qu'on a eu des opportunités dans le sud-est des États-Unis, puis on s'est rendu compte que c'était un marché où la marge n'existait presque pas. On s'est retiré rapidement. On a redirigé nos forces pour y aller dans le Midwest, par exemple. Pour nous, ça fonctionne bien, là. Tout le Midwest américain dans notre domaine. Mais au début, on avait un peu tiré un peu partout. On a laissé quand même de l'argent sur la table qui aurait pu être mis à mieux planifier nos sorties clients puis nos sorties chantiers. Puis au début, nous, on accompagnait, on livre un produit, on va accompagner gratuitement les premières fois nos clients pour leur démontrer que notre produit se démarque parce qu'il est plus facile à installer ou quelque chose du genre. Mais c'est d'essayer de choisir un client à la fois. Puis les États-Unis, la beauté de ça, c'est que l'effet boule de neige est quand même impressionnant. Aussitôt que tu as 1, 2, 3 références solides, ça fait un gros impact. Mais autrement dit, bon produit, bonne démarche, ténacité. Et là, on peut y aller. Il ne s'agit pas de, comment je peux dire, pour reprendre une expression de hockey, jouer la trappe dans ces années-ci, ça ne marche pas tellement, il faut partir à l'offensive. Absolument. Il faut qu'on... C'est sûr que le bâton de pèlerin, comme Gaétan disait, il faut l'avoir, la fibre, il faut y croire aussi, puis ça va transparaître dans notre discours vis-à-vis du client. Ça, c'est... Ce que moi, je voudrais conclure avant de laisser la parole à Charles, avec la Fédération, ce programme Corex, ça fait quelques années, on est allé et on a rencontré des gens dans différentes régions, puis c'était des périodes d'abondance, de prospérité, puis les histoires étaient intéressantes, puis stimulantes. Mais de vous entendre dans ce contexte-ci, là, où on se demande de quoi l'avenir sera fait, c'est particulièrement rafraîchissant. Vous faites vraiment œuvre utile et je remercie beaucoup la Chambre de commerce des Moulins et la Fédération d'avoir pu organiser avec Peter Hall ce panel qui nous permet de croire que la fin du monde, ce n'est pas pour demain, puis au contraire, il y a encore beaucoup de lendemains qui chantent. Messieurs, merci beaucoup. Je laisse la parole à Charles. Merci. Merci beaucoup, René. Non seulement ce n'est pas la fin du monde, mais c'est un nouveau monde qui commence demain midi, hein, d'ailleurs, donc dans moins de 24 heures dans le contexte nord-américain qu'on connaît. C'est effectivement, messieurs, une belle bouffée d'air frais, donc je vous remercie pour votre participation, vos commentaires. On a encore quelques minutes pour une ou deux questions. Moi, j'en ai déjà par écrit, mais s'il y a des gens qui souhaitent lever la main, là, ça me ferait plaisir. Question que j'aurais aimé aussi entendre M. Hall, mais il devait malheureusement nous quitter. Au niveau des ententes que le Canada est en train de signer, ou en tout cas est en négociation de signer avec certains pays ou certaines régions dans le monde, je pense entre autres au Mercosur, là, donc avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, potentiellement aussi le Royaume-Uni dans le contexte du Brexit. Donc, est-ce que vous pensez que 2021 est une bonne année pour aller chercher de nouveaux partenariats comme ça? Et dans votre quotidien à vous, est-ce que c'est des marchés qui pourraient vous intéresser? Parce qu'on parle beaucoup, évidemment, de l'Europe continentale, des États-Unis, mais on s'entend qu'il y a quand même un certain nombre de centaines de millions de personnes qui habitent aussi dans ces régions-là. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voudrait prendre la balle au bon là-dessus.
peux peut-être dire, nous, juste avant la pandémie, on avait décidé qu'on voulait, on a du plaisir aux États-Unis, mais on voulait s'étendre un peu plus loin, aller voir d'autres marchés. On pensait à l'Europe et l'Australie. Puis, en fait, en février, on était en Australie avec un gros client potentiel là-bas. Et puis, là, tout s'est effondré, puis on a arrêté ça. Puis, le client a mis le projet sur la glace. Et là, on a encore ce désir-là d'aller conquérir l'Europe, qui pour nous n'est pas un marché qui est connu comme Gaétan Jeté. C'est pour ça que je prenais des notes tantôt quand tu parlais, Gaétan. Moi-même, j'écrivais un peu ce que tu disais. Mais là, nous, on a très, très hâte qu'on puisse recommencer, là, disons, à attaquer d'autres marchés comme l'Europe, l'Australie, dans notre cas. Donc, les ententes comme ça facilitent des éléments administratifs, ont un impact, 2 3 1,3 sur le prix de vente, mais on a un taux de change à 1,5. Donc, c'est facilement... moi, je crois que l'élément essentiel, c'est d'avoir un plan. Une fois qu'on a un bon plan, après, ça devient des détails et la qualité du plan va nous permettre de mieux prévoir les contre-coups ou d'être patient puis d'augmenter nos chances de réussite. Effectivement, comme le UK, par exemple, il y a un peu d'incertitude, mais les gens continuent à manger, à s'habiller, à consommer. Alors, s'il y a un bon plan, l'argent est là, il y a beaucoup de richesses quand même au UK. Alors, ils vont dépenser pour les produits de Philippe, de Gabriel, de nous, assurément. Fait qu'on embauche, nous, quelqu'un au UK là, présentement et on va déployer notre plan de déploiement comme des champions. Moi, c'est drôle. Rapidement, là, Oui. Charles, on livre nos premiers produits au El Salvador. Puis ce parcours-là m'a fait rencontrer quelqu'un qui est très, très, très tenace. Puis, tu vois, je lui ai fait un offre, puis il va venir travailler chez nous. Sa fille et sa femme sont canadiens. Là, il va venir à la maison puis il va s'occuper du marché d'Amérique centrale et éventuellement pour même trouver un partenariat pour ouvrir une usine en Amérique du Sud parce que je ne pense pas qu'on peut exporter notre produit et c'est un peu trop gros et à non-valeur ajoutée. Mais on va pouvoir créer des partenariats comme ça. Fait que, oui, moi, le Mercosur, j'y crois vraiment. Avant de m'en aller en Europe, on va se contenter de nos Amériques. Intéressant de la façon dont tu en parles. J'ai rencontré quelqu'un, il va venir à la maison. Ça me fait penser qu'avant, on faisait des affaires en présentiel, justement, puis que les foires, les salons servent à ça, justement, à nouer des connaissances puis des réseaux de contacts. Alors, souhaitons qu'on pourra recommencer ça très bientôt. Je sais que ce n'est pas une exportation au sens de la définition politique du terme, mais j'aimerais ça vous entendre un peu sur le commerce interprovincial au Canada. Avez-vous l'impression que votre business est maximisé sur l'ensemble du territoire canadien? Parce que moi, je pense que ça fait partie des accords qui sont parfois sous-utilisés et méconnus. Donc, cette espèce d'idée-là de dire, est-ce que je peux bien me couvrir mon modèle d'affaires Est-Ouest avant ou en même temps que je pense à l'axe Nord-Sud? Moi, c'est un naturel. Oui. Moi, c'est un naturel. Je veux dire, avant d'exporter aux États-Unis, 100% de chiffre d'affaires était hors Québec, mais canadien. Fait que non, moi, dans mon domaine, en fait, ça s'adapte très bien. Les utilités ont toute leur crédibilité une envers l'autre. Puis, c'est plus les normes de l'industrie peut-être qui peuvent gérer ça si tu as des normes différentes d'une province à l'autre pour certains secteurs, mais dans mon cas... c'est un naturel. Parfait. Gaétan? En fait, souvent, les gens oublient le marché de Toronto est le 3e marché industriel et logistique en Amérique du Nord. Et c'est extrêmement intéressant d'aller chez le voisin. Ça fait longtemps que notre business canadienne, elle est principalement dans la région de Toronto. Fait que le commerce se fait très bien. Je crois toujours que c'est la qualité des individus, être authentique, supporter son produit, qui fait que la relation va s'établir à long terme. Fait que ça nous permet de vendre autant à Toronto, dans l'Ouest canadien, et encore plus facilement qu'au Québec, malheureusement, parfois. Gabriel, est-ce que tu as des commentaires là-dessus? Nos exportations
canadiennes hors Québec sont quand même pas si grandes parce qu'on est trop occupé en ce moment aux États-Unis avec, quand je disais tantôt, notre croissance de 600%. On a quand même travaillé à Toronto quand même il y a quelques années, Winnipeg un peu aussi. Mais c'est un marché définitivement Toronto, Vancouver qu'on veut regarder aussi parce que c'est plus facile culturellement aussi. Ça se ressemble plus. Je vous dis, pour être très honnête, on était un petit peu paresseux d'aller travailler, paresseux et trop occupés pour aller regarder ce marché-là, mais c'est définitivement quelque chose qu'on veut regarder dans un avenir moyen. Excellent. Écoutez, je vois le temps passer. Avant de redonner la parole à Pierre pour conclure avec Claude aussi de BMO, je veux vous remercier tout le monde, donc nos 3 panélistes, Peter, René. On amorce l'année avec un message positif. Alors, je ne veux pas être jovialiste, là, mais il y a quand même des belles nouvelles en matière d'exportation, puis vous en êtes des fiers représentants. Je pense que le printemps sera très, très occupé, qu'on se pandémie ou pas. On aura un budget provincial, un budget fédéral. On a plein de projets de loi aussi qui s'en viennent dans les cartons. Donc, on sera aux aguets pour voir c'est quoi les opportunités réelles pour aider nos exportateurs à réussir leur plan, puis à peut-être avoir des succès qui sont similaires à ce que Gabriel, Philippe et Gaétan vivent en ce moment. Alors, Pierre, je te redonne la parole, puis je vous remercie encore d'avoir été avec nous ce midi. Pierre. Merci, Charles. Que d'expérience et de chemin parcouru pour ces 3 entreprises dans la grande aventure de l'exportation. C'est un privilège de vous avoir entendu, puis je suis convaincu que nos participants qui ont pu en tirer, en fait, de bons apprentissages. Ça donne l'envie de faire de l'exportation, puis c'est ce qu'on voulait aujourd'hui, du moins de vous donner l'envie pour ceux qui ont le goût de faire ce saut-là. Merci infiniment à Philippe, Gaétan et Gabriel. Je remercie également M. Hall qui nous a offert ses prévisions et ses éclairages fort utiles sur les impacts économiques et commerciaux de la crise. On vous rappelle que tout a été enregistré, donc fort probablement que vous allez pouvoir revoir ce discours-là si ça vous tente de le réécouter. J'aimerais également remercier M. René Vézina d'avoir animé ces discussions de main de maître. Ce fut un plaisir de vous accueillir à cette 2e occasion. Et avant de céder la parole à Claude Gagnon, qui est le président BMO Groupe Financier Québec et partenaire principal du programme Corex pour le mot de clôture, permettez-moi de remercier la Fédération des chambres de commerce du Québec et d'Exportation et Développement Canada pour leur collaboration dans l'organisation de cet événement-là. Je tiens particulièrement à souligner, entre autres, la belle collaboration de Charles et ton équipe, également Claudine et Florent, qui travaillent dans l'ombre, que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui travaillent très, très fort. Je remercie également Catherine et toute mon équipe pour l'organisation de ce bel événement-là de ce midi. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Je vous invite à consulter notre site Internet pour plus d'informations sur nos prochains événements, car vous allez y retrouver plein de belles choses qui s'en viennent pour le mois de février. Et entre autres, les perspectives économiques, entre autres, on parle d'économie. La perspective économique, on a le plaisir de recevoir le 26 janvier prochain Mme Joëlle Noreau, qui est économiste en chef. Alors, je vous invite à être des nôtres. Vous pouvez tout simplement vous inscrire, c'est gratuit également. Alors, encore une fois, merci de votre présence et bon après-midi à tous. Monsieur Gagnon, la parole est à vous. Votre micro est fermé, je crois, M. Gagnon. Je m'excuse, Charles, je t'ai coupé la parole. Non, ça va. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Voilà, on vous entend, M. Gagnon. La parole est à vous. Merci. Non, mais vois-tu, j'ai perdu mon élan. En fait, merci beaucoup, Pierre. Tu as vraiment fait le tour de tout ce qui était important. Mais merci pour avoir contribué à mettre en place cette belle rencontre qui est inspirante et qui donne des ailes finalement à l'ensemble des entrepreneurs québécois. Puis quand je regarde ça, moi, je pense que les 3 exemples qu'on a eus d'entrepreneurs, on parle, là, c'est de l'audace, de la ténacité, de la résilience. Donc, merci beaucoup pour votre transparence, d'avoir partagé vos expériences et vos apprentissages. Et puis, je souhaite fortement que ça vienne en inspirer d'autres. Parce que, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, le Québec, on est capable de faire de grandes choses.
Et on a les reins solides, puis à vous voir comme exemple, c'est très, très, très inspirant. En même temps, je veux simplement mentionner que BMO Groupe Financier est sur les 5 continents. On est la première banque canadienne, mais en même temps, étant la première banque canadienne, je me plais toujours à dire qu'on est un peu les géniteurs du système financier, alors que les banques canadiennes sont considérées comme un des meilleurs systèmes financiers au monde. Donc, on a des opérations très importantes au sud de la frontière pour accompagner nos Canadiens qui ont des affaires importantes là-bas. Et même les Américains qui vont venir du côté canadien. Autant en Europe, autant en Chine, on a le BMO China qui est là-bas. Donc, si on peut vous aider, vous accompagner, vous supporter, vous orienter, ça va nous faire plaisir de le faire. Et sur ce, merci encore à tous. Merci René également, ça faisait plaisir de te revoir. Bonne année à tout le monde et de grands succès pour les prochains mois, prochaines années. Au revoir. Merci, au revoir.